Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. On va passer peut-être à une deuxième partie. Donc c'est ta participation dans le programme, le think tank Xenon Research. Ouais. Comment t'as fait le switch? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que en fait t'as complètement arrêté sur ces recherches-là ou... Alors ouais, j'ai fait une transition personnelle, c'est-à-dire que j'ai lâché ma carrière de chercheur, dans la fusion, j'ai quitté la fusion. Alors pourquoi? Pour plein de raisons. La première, c'est que la fusion, c'est quand même un domaine qui est très très intéressant, qui est très stimulant, mais c'est très long. Donc, je l'ai pas dit juste avant, mais ITER était censé démarrer en 2025. Maintenant, c'est qu'il y a des retards qui vont être annoncés, etc. Et la démonstration, vraiment, on attend pour 2035. Ouais. Donc là, peut-être que tout va se décaler. Moi, quand je suis arrivé à ITER en 2014, on était censé démarrer en 2020. Je suis parti en 2020, on était censé démarrer en 2025. Donc, on voit un peu une des problématiques, c'est que le temps avance aussi vite que nous. Et ça, à gérer psychologiquement, c'est pas évident. Et donc c'était une première raison, c'est que je voyais l'horizon s'éloigner et je voulais être un peu plus utile, entre guillemets, à la société. La deuxième, c'est que je fais pas mal de vulgarisation, notamment sur la fusion, pour essayer d'expliquer un peu les choses. Et j'étais un petit peu frustré de la qualité des débats sur le changement climatique et l'énergie en France, notamment. Je trouvais un peu dommage qu'on n'entende pas plus les scientifiques dans le débat public. On entend plein de gens qui ont des opinions très fortes. On entend beaucoup moins des chercheurs et des scientifiques se positionner, ou du moins, pas forcément se positionner, mais venir donner un peu des clés de lecture, expliquer les choses et essayer d'éclairer les débats. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tracassait depuis un petit moment déjà. Et j'ai eu la chance en 2020 de rencontrer Jean-Baptiste Rudel, cofondateur de Criteo, qui lui justement cherchait à monter un think tank. Il avait un peu le même constat aussi, que les discussions étaient souvent très polarisées. Donc dès qu'on parle un peu des problèmes environnementaux, c'est un peu noir ou blanc en fait que ça. Alors évidemment le nucléaire, c'est un peu le... Aujourd'hui les gens sont bien au courant parce que c'est un des problèmes majeurs du GIEC de pas être entendu, mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans on se posait déjà moins la question. Ouais, il y a ça, mais dès qu'on regarde les questions, par exemple énergie, les gens vont être pro-nucléaire ou anti-nucléaire. Oui, c'est vrai. L'agriculture, il faut être pour l'agriculture biologique ou contre l'agriculture biologique. Et en fait, c'est assez intéressant de voir à quel point tout est polarisé. Et le constat qu'on avait avec Jean-Baptiste, c'était que mais le monde, il est pas noir ou il est pas blanc. En fait, il est entre les deux. Il est gris. C'est pareil. Si on extrapole un peu à la situation globale, on pourrait dire qu'il y a d'un côté ceux qui croient que le système va s'effondrer, et de l'autre côté ceux qui croient que la technologie va tout résoudre. Et en fait, la probabilité, si je parle en tant que physicien, on pense toujours en termes de probabilité, de distribution de probabilité, c'est qu'on sera quelque part entre les deux. Alors on peut espérer être plus proche d'un côté que de l'autre, évidemment, mais ça sera a priori plutôt entre les deux. Et c'est aussi ce qu'on voulait porter, de dire en fait ces discours bloquent un peu l'action, puisque d'un côté on pense que de toute façon on résoudra les problèmes, et de l'autre on pense qu'on peut pas les résoudre. Et donc dans les deux cas on n'agit pas en fait. Et donc on avait à cœur de dire il faut remettre un peu la complexité au centre, il faut accepter que les choses ne sont pas simples, il faut vulgariser les choses et expliquer et donner des clés de lecture pour que des décideurs, des entreprises puissent se saisir des choses. Et de là, voilà, donc ça s'est bien passé avec Jean-Baptiste. Je trouvais le projet extrêmement intéressant, pertinent. J'avais la chance d'être arrivé à un niveau de ma carrière où j'étais considéré comme un des meilleurs experts dans mon domaine, et donc je pouvais prendre le risque de démarrer autre chose pendant 2 ans et au pire de me planter lamentablement et de revenir. J'aurais quand même eu un poste, j'aurais trouvé un poste ailleurs dans la fusion, peut-être pas ITER parce que j'étais parti, mais voilà, j'avais une porte de sortie, une sorte de fenêtre d'opportunité intéressante. J'ai passé mes 40 ans en plus et je me suis dit c'était le bon moment. Et donc voilà, donc j'ai quitté complètement la recherche, ce qui a étonné beaucoup de mes collègues, et je me suis lancé dans cette aventure à temps plein pour faire émerger Xenon. Xenon, c'est un think tank, c'est une sorte de cercle de réflexion où on essaye de s'interroger. Donc il y a eu plusieurs phases. Au départ, on s'est posé la question un peu du futur à très long terme de l'humanité. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait ne pas se passer? Et on a commencé après à réfléchir plus sur la question climatique et la question environnementale, c'est-à-dire c'est quoi les limites planétaires? Comment on vit à l'intérieur? Pour essayer encore une fois de donner des clés de lecture. On en parlera. Quel est le rôle de l'énergie? Est-ce qu'il pourrait y avoir une limite à l'économie, parce que le changement climatique a des impacts sur l'économie. Et au fur et à mesure, en fait, on essaie de devenir un petit peu plus actionnable en essayant
de regarder un petit peu les tendances dans ce qu'on appelle les solutions climat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait émerger? Qu'est-ce qui pourrait être utile? Et surtout, encore une fois, d'expliquer et de donner des clés de lecture parce qu'on pense que c'est extrêmement important et de toujours mettre en avant les possibilités et les limites parce que dans tout, en fait, ça va offrir des possibilités, mais il faut pas oublier que, un peu comme la fusion, on en a parlé juste avant, ça va pas tout résoudre. Et donc, il faut être conscient des deux si on veut voir des choses émerger. Ok, alors qu'est-ce qu'une limite planétaire, du coup, et sur lesquelles vous travaillez, parce qu'il y en a un paquet? Alors, les limites planétaires, c'est un concept qui a été développé par un groupe de 26 scientifiques qui ont publié leur premier article, je crois, en 2015, j'espère pas dire de bêtises, notamment par un chercheur qui s'appelle Johan Rockström, qui est au Stockholm Resilience Center, où l'idée, c'est d'essayer de montrer qu'il y a des seuils pour différentes variables, au-delà duquel, si on va au-delà, on menace l'habitabilité de la planète, en gros. Et donc, il y en a 9 qui ont été identifiés. Il y a des discussions sur savoir si c'est les meilleures catégories, mais ça permet un petit peu de définir un cercle ou un périmètre dans lequel l'humanité doit rester si on veut éviter que le climat à peu près stable qu'on a connu, les conditions intéressantes qu'on a connues sur ce qu'on appelle l'Holocène, les 10 derniers milliers d'années, continuent. Donc, c'est vraiment une sorte de curseur qui permet de dire si le changement climatique va trop loin, on va avoir beaucoup de problèmes. Si la biodiversité, si on perd trop de biodiversité, voilà, c'est des problèmes pour les écosystèmes. Donc ces 9 limites planétaires sont un peu des concepts qui permettent de voir où on est par rapport à ces limites et de montrer en fait, voilà, les limites dans lesquelles on doit vivre parce que tout système, quand on est physicien, on connaît, il y a des conditions, ce qu'on appelle les conditions limites pour résoudre des équations et c'est vrai aussi pour la planète. Si l'humanité veut vivre longtemps, tant qu'à faire, on est obligé de rester compatible avec certaines limites. Donc, c'est un peu la première chose. Alors, c'est un peu abstrait aussi, parce qu'il y a des choses qui sont plus abstraites que d'autres. Et l'idée, c'est de voir comment le système peut évoluer à l'intérieur. Ok. Alors, dans le grand thème de vos recherches, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un développement économique qui soit en adéquation avec les limites planétaires? C'est quoi qu'est-ce que vous définissez par développement économique? Alors, la question qu'on s'est posée, déjà d'une, c'était quand on parle de limites, de quoi vraiment on parle? C'est-à-dire, il y a des concepts pour lesquels, si on prend par exemple les ressources naturelles, genre les métaux par exemple, beaucoup de gens vont dire dans 30 ans on n'aura plus de cuivre ou on n'aura pas assez de lithium pour faire la transition énergétique, etc. Et donc là, on a commencé à se poser des questions sur est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment il y a un problème sur les ressources? Alors à terme, évidemment, il y a une quantité de ressources finies sur la Terre, donc il y a forcément une quantité finie qu'on peut exploiter, mais ce qu'on regarde, c'est que ces limites, elles sont quand même assez longues. On a quand même pas mal de minéraux sur Terre. Ça veut pas dire qu'il faut les utiliser toutes. Il faut être un peu rationnel. Donc on s'est déjà posé la question, qu'est-ce qui pourrait limiter le système économique? Qu'est-ce qui pourrait empêcher la transition énergétique, par exemple? Donc on a essayé de regarder un peu, de cadrer le système. Et on s'est posé la question de savoir est-ce que, par exemple, la décroissance est nécessaire ou est inéluctable? C'est plutôt ça qu'on a essayé de voir. Ou est-ce que ces concepts de croissance verte, qui sont l'exact opposé, ou encore, c'est pas si clair que ça. Donc, on a essayé de regarder un petit peu tout ça. Et la première question qu'on s'est posée déjà, c'est mais est-ce que la croissance économique, c'est-à-dire l'économie qui est en croissance qu'on peut connaître à l'heure actuelle, est-ce que déjà elle a pas elle-même une limite par le fait que le climat change et que la planète est déjà en train de changer? Donc on a commencé à réfléchir à ça. Quel est l'impact du changement climatique sur l'économie? Et ce qu'on montre en fait, c'est que plus le changement climatique progresse, moins la croissance économique est facile. Enfin, plus le taux de potentiel de croissance économique diminue. Ça, vous arrivez à déterminer les facteurs précis ou? Alors ouais, c'est grosse maille. Hein, c'est un niveau mondial. En fait, généralement les économistes parlent de quantifier l'effet du changement climatique sur l'économie en parlant du pourcentage de PIB qu'on perdrait par rapport à une trajectoire donnée. C'est-à-dire, si on considère, je sais pas, un PIB qui croîtrait, un produit intérieur brut, donc la taille de l'économie qui croîtrait, je sais pas, à un rythme de 2% annuel dans le monde sur les 100 prochaines années, on compare l'effet du changement climatique sur ce scénario tendanciel. Mais on sent que c'est quand même compliqué. C'est quoi? C'est en gros plus 1 degré égale tant de points de PIB perdus? Exactement, mais encore une fois, c'est tant de points de PIB perdus par rapport à ce qu'on aurait eu sans le changement climatique. Donc c'est pas hyper simple quand même à comprendre.
Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a aucun auteur, enfin il y a plein d'études, on appelle ça une fonction de dommage, c'est-à-dire le taux de pourcentage en fonction de la température, enfin du niveau de réchauffement. Et pour ceux qui connaissent, William Nordhaus a eu le prix Nobel il y a quelques années, le prix Nobel d'économie, justement pour ses études là-dessus. Et lui, ses toutes premières études, c'était de dire que jusqu'à un réchauffement climatique de 6 degrés, qui est quand même, on n'est pas sûr qu'il y aura encore beaucoup d'humains, voilà, à cette époque-là, lui disait, l'économie perdrait peut-être une dizaine potentiellement, on perdrait 10% du PIB par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, ce qui paraît quand même un peu étrange vu qu'il y aurait plus beaucoup d'humains, mais bon, bref. Et par contre, d'autres disaient à 6 degrés, il n'y a plus d'humanité, et bon, ça on peut en discuter, mais ils disaient à 6 degrés, il n'y a plus d'humanité, donc il n'y a plus d'économie. Donc déjà, il fallait faire un peu le tri là-dedans. Et nous, on s'est dit en plus, pour un politique qui s'intéresse à cette question, même un décideur, c'est pas très simple, on comprend pas bien de quoi il parle. Donc nous, on a commencé à parler en taux de croissance, puisque c'est quelque chose dont on parle souvent. Est-ce que l'économie croît ou pas? Et donc, c'est pas une prédiction, mais on regarde à grosse maille et ce qu'on voit, c'est que plus le changement climatique progresse, plus on est obligé de réparer des dégâts, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des catastrophes naturelles, il y a des incendies, des choses comme ça. Et ça coûte, en fait, de l'argent de remettre les choses en place ou de réparer, etc. Et c'est de l'argent qui n'est pas utilisé pour faire autre chose. Et donc, plus ça se développe, plus on est obligé de juste réparer le système pour qu'il se maintienne. Et donc, potentiellement, on peut pas le faire croître de cette façon-là. Ce qui, encore une fois, c'est grosse maille. Après, ça dépend secteur par secteur. Mais c'est un peu l'idée. Mais c'est complètement cohérent avec ce que le GIEC nous dit depuis les dernières sorties. En fait, ils disent agir va nous coûter beaucoup plus cher que de commencer la transition maintenant, quoi. Exactement. La seule chose, ce que nous on a essayé de trouver, c'est une façon un peu plus simple d'en parler, parce que par exemple le GIEC ou beaucoup de chercheurs quantifient le coût que pourrait avoir le changement climatique et vont parler en centaines de milliards de dollars. Mais bon, on sent bien que c'est beaucoup d'argent, mais d'un autre côté, on a un peu de mal à appréhender. Donc nous, on s'est dit, si on est capable de montrer, et encore une fois, c'est pas une prédiction, c'est une tendance, c'est juste pour montrer que potentiellement, il pourrait y avoir une limite à l'économie à cause du changement climatique. Ce que ça permet de dire, c'est que, et c'est exactement ce que tu viens de dire, il y a tout intérêt à agir plus vite, parce que plus on attend, moins il y a de croissance. Et donc, si vous voulez de la croissance, vous avez tout intérêt à avoir, alors on pourrait en discuter, mais si vous voulez de la croissance, vous avez tout intérêt à agir beaucoup plus vite. Ce qui est une autre façon de dire, ça nous coûtera moins cher d'agir pour le changement climatique que les effets du changement climatique lui-même. Ouais, mais en fait, il y a tellement pas d'historique là-dessus. Comment est-ce que vous faites pour aller voir des politiciens, des décideurs en leur disant, je vous assure que si vous vous y mettez maintenant, ce sera bénéfique dans 30 ans? Comment est-ce que tu passes du coup de ce côté prospectif et même empirisme à un côté actionnable pour les décideurs, si en plus du coup votre principe c'est la vulgarisation? Alors justement c'est compliqué parce que voilà, il y a une tension dans le changement climatique ou dans l'action contre le changement climatique entre les actions sur le temps court et ce qu'il faut faire sur le temps long. C'est-à-dire que on est en pleine campagne électorale, on n'a pas beaucoup parlé de climat, par contre on a parlé de plein d'autres sujets, on pourrait débattre de la pertinence, et ça c'est toujours ce qu'on rencontre en fait dès qu'on parle à un homme politique, c'est que mais aussi un chef d'entreprise, il est bien conscient que son entreprise va devoir se transformer normalement, quand même beaucoup des dirigeants le savent maintenant. Mais par contre, ils doivent aussi faire tourner leur boîte au jour le jour. Donc, il y a une tension là-dessus. Donc, on n'a pas forcément de recette miracle. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider à prendre conscience des choses en montrant les choses sous un angle qui permet plus facilement de comprendre. Encore une fois, si je dis à 2 degrés de réchauffement climatique, le taux de croissance est divisé par 2, on comprend tout de suite. Alors après, ça change, c'est pas très différent de dire il faut absolument agir maintenant sinon c'est grave. C'est juste pour essayer de trouver des arguments qui parlent plus facilement à certains types de personnes. Ok. Est-ce que vous organisez du coup avec Zénon, est-ce que vous organisez des tables rondes, des débats, de la participation? Comment est-ce que vous fonctionnez du coup une fois que la partie recherche est passée? Alors, donc déjà, en tant que chercheur, je vais me permettre juste de faire une toute petite distinction. Nous, on fait pas forcément de la recherche pure, c'est-à-dire qu'on génère pas forcément de la nouvelle connaissance. Nous, notre spécialité, entre guillemets, c'est d'être capable d'agréger de l'information complexe et de la distiller. Pourquoi? Parce qu'on on connaît les codes, ou je connais les codes de la recherche et l'équipe aussi. Et donc, on a la capacité de mettre les choses en perspective. Parce que par exemple, quand on trouve une publication scientifique, dans le
monde de la recherche, on sait qu'il faut faire attention parce que c'est une partie d'un corpus scientifique et donc il faut prendre en compte les articles qui l'ont cité. Enfin, il y a une sorte de code de lecture qui est pas évident. Et donc nous, on a cette capacité de dire, on est capable d'analyser les choses et de les comprendre et de vous aider à les comprendre. Donc je fais juste la petite distinction, pas qu'un chercheur vienne me taper dessus, mais même si les chercheurs sont pas violents, mais c'est juste, donc on fait pas de la recherche pure, on fait de l'agrégation. Et oui, on organise des petits déjeuners mensuels. Donc, alors je l'ai pas dit, mais justement parce que comme on a à cœur d'avoir une méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a rien à vendre, on n'est pas là pour pousser une idéologie, on est là pour essayer d'aider à comprendre. Donc on se pose des questions, on travaille comme des chercheurs, on est comme tout le monde, on a des questions, sauf qu'on a accès à plus de ressources et on pense qu'on a des clés de lecture différentes. Et donc on se pose des questions, et une fois qu'on arrive à un résultat, et on publie des études, on publie des articles de vulgarisation pour expliquer ce qu'on a trouvé. Et donc on organise des petits déjeuners tous les mois à l'école des mines. On a un partenariat avec l'école des mines parce qu'on voulait vraiment montrer qu'on a un ancrage académique. Donc on fait partie de l'écosystème de l'université Paris Sciences Lettres et on organise des événements, des petits déjeuners pour l'instant tous les mois. On a une newsletter qui va sortir pour nos membres d'ici 15 jours pour essayer encore une fois de donner des petites notes d'analyse, d'essayer de faire comprendre les choses et de donner des clés de lecture. Ok, nous on a un gros sujet avec le podcast, avec les médias, les petits médias indépendants sur l'environnement, sur l'écologie au sens général. C'est de sortir de cet effet bulle, d'essayer d'aller toucher des gens qui sont pas déjà intégrés. Souvent en plus dans les milieux ingénieurs, on a souvent déjà entendu parler de ces sujets-là, mais ça sort difficilement de ces bulles-là. Comment est-ce que vous faites, vous ? Je sais pas si nous on a fait le choix récemment de se concentrer sur des décisionnaires économiques, c'est-à-dire qu'on se concentre sur des entrepreneurs, des investisseurs et des grosses entreprises. Entrepreneurs et investisseurs, pourquoi ? Parce que c'est un peu les moteurs, ça peut être des moteurs du changement. Il y a plein jusqu'à récemment, il y avait quand même pas mal d'argent sur les marchés, donc les gens cherchent à investir dans certaines actions. Donc nous, on aide entre guillemets à comprendre un peu un écosystème. Et puis les entreprises qu'elles veulent changer, elles sont intéressées aussi par de la veille et de comprendre un peu les différents domaines. Donc nous, on a fait le choix de dire on parle à une certaine catégorie de personnes parce que on peut pas être généraliste et on peut pas toucher tout le monde. Et c'est des personnes qui sont un peu sensibilisées, elles comprennent les enjeux, etc. Mais elles ont envie d'aller plus loin et d'avoir du contenu. Et on a la chance d'avoir pour l'instant une trentaine de membres qui viennent de communautés un petit peu différentes, et ça permet en fait de faire échanger aussi les gens autour d'un thème un peu creusé et de créer des liens, et que que ces gens essaient de se mettre en mouvement aussi avec leur niveau de responsabilité et que l'argent qu'ils sont capables d'investir, etc. Ok, on a parlé un peu du coup de votre rapport sur l'impact du changement climatique sur la croissance, sur le PIB. Vous avez quoi comme autre type de recherche ? Sur quoi vous avez j'ai vu que vous étiez intéressé sur des questions énergétiques, parce que tu connais bien ça, sur des questions aussi d'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça s'inclut dans une société je dirais sobre? Alors ouais, quand Zélon a commencé au tout début, on avait vraiment une sorte de vision à très long terme, et on s'est dit, nous on veut regarder vraiment ce qui peut se passer dans la deuxième moitié du siècle et quelles sont les choses dont les gens parlent souvent et qui méritent d'être éclairées ou analysées. Et donc une des questions qu'on s'est posées rapidement et on l'a traité, après on est passé à autre chose, c'était est-ce que le spatial est quelque chose, est-ce que l'espace et le fait d'aller sur la Lune ou ailleurs, c'est quelque chose que l'humanité va faire parce que ça permettrait d'avoir plus de croissance, plus de ressources, etc. Ou est-ce que c'est voué à rester scientifique? Et donc on a eu une approche un petit peu entrepreneur là-dessus, en essayant d'étudier les modèles économiques possibles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un modèle économique pour l'espace? Et en fait non, à part pour le tourisme spatial, mais ça reste quelque chose de niche. Ouais. Voilà, exactement. Ça touche quand même pas grand monde. Alors, c'est un impact environnemental désastreux, mais c'est pas quelque chose qui a vocation à devenir de masse. Et donc, si on prend les choses un peu froidement comme ça, on voit pas, il y a pas de raison que l'humanité aille sur Mars. Peut-être que Musk ira, mais parce qu'il y a pas de driver économique et donc personne n'ira investir toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était un peu les choses qu'on essaie de regarder à très grosse maille. Et on s'est rapidement concentré sur l'énergie. On s'est posé la question, parce qu'on parlait de croissance juste avant, la demande énergétique mondiale, elle croît depuis 1800. Depuis 1800, on utilise toujours plus d'énergie. Et on pourrait quand même se poser la question jusqu'où ça peut aller, parce que il y a une quantité. Alors on a de la marge, le soleil nous donne beaucoup d'énergie, mais on est quand même limité sur la quantité d'énergie qu'on va pouvoir utiliser un jour. Et on s'est posé la question, mais ok, jusqu'où ça peut aller? Et donc c'est pas un modèle très compliqué, mais on a essayé de comprendre quelles sont les tendances, comment les pays évoluent, comment leur demande énergétique évolue, comment leur économie évolue.
Et ce dont on s'aperçoit qui est assez intéressant, je trouve, c'est que la majorité des pays développés, au bout d'un moment, au bout d'un certain niveau de PIB par habitant, donc de richesse, entre guillemets, leur consommation énergétique, elle stagne, voire elle diminue. Alors le premier réflexe dans ces cas-là, c'est de se dire, c'est normal puisque en fait on délocalise, nos industries vont ailleurs, et c'est très énergivore, donc c'est pour ça. Et en fait non, on a repris on a pris ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui sert à fabriquer les objets qu'on achète, et même en réintégrant tout ça. Donc en réintégrant l'énergie des produits importés, c'est ça? Exactement. Donc pour justement compenser, c'est un peu comme l'empreinte carbone où on prend en compte ce qui est émis sur le territoire, mais aussi ce qui est émis pour fabriquer tout ce qu'on utilise. Là, c'est le même principe, c'est l'empreinte énergétique qui prend la même chose pour l'énergie. Et même en regardant ça, on s'aperçoit que les pays développés ont atteint un plateau, voire ça baisse légèrement, et ils suivent à peu près tous la même trajectoire. C'est-à-dire que si on normalise, alors ça c'est un truc de physicien, c'est-à-dire que si on veut comparer, on normalise à quelque chose qui permet de tout comparer, et tous les pays suivent la même trajectoire. C'est-à-dire que pendant longtemps, la consommation énergétique, donc l'empreinte énergétique, est directement proportionnelle à la taille de l'économie, donc au PIB. Et puis d'un seul coup, ça commence à décrocher. Et puis après, il n'y a plus vraiment de corrélation au niveau des pays. Et ça, on l'observe pour tous les pays. Alors, ils l'atteignent à différentes dates parce qu'ils ont des différents niveaux de développement. Et ils l'atteignent à peu près au même niveau de PIB par habitant, donc de richesse par habitant. Et ce qui est assez marrant, c'est que la Chine commence à montrer des signes un petit peu de stabilisation. Alors pourquoi c'est intéressant, c'est que d'une, ça suit une courbe qu'on appelle en S, qui est la courbe qui définit la croissance de tout organisme vivant, c'est-à-dire qu'on commence pas grand-chose, on a une sorte de croissance exponentielle, et cette croissance elle ralentit et après elle s'arrête. On peut penser par exemple à nous quand on grandit, on est tout petit, on a une forte phase de croissance notamment à l'adolescence, puis là, du coup ça commence à se ralentir et puis après au pire on devient un peu plus petit parce qu'on devient vieux, mais et donc l'économie a l'air d'avoir un petit peu la même taille et il y a plein de physiciens qui se sont amusés à essayer de théoriser ça. Et donc, si on suit ça et si on imagine que tous les pays peuvent suivre à peu près cette trajectoire, ça veut dire que la demande énergétique mondiale, elle n'est pas vouée à augmenter tout le temps, elle va atteindre ce qu'on appelle une asymptote, un plateau. Alors, l'idée n'est pas de prédire, c'est juste de dire, tiens, c'est intéressant de penser comme ça parce que ça donne une autre vision de cette idée de croissance illimitée. Déjà, l'énergie est peut-être pas vouée à la quantité d'énergie qu'on utilise, elle n'est peut-être pas vouée à croître tout le temps. Alors, encore une fois, c'est de la prospective. C'est intéressant, mais du coup, on sait à quoi c'est lié? Est-ce que c'est de l'efficacité énergétique? Est-ce que c'est de la sobriété? J'ai pas l'impression. Alors, non, sobriété, pas trop. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, on en parlera juste après, mais on pourrait, donc la sobriété, c'est un des leviers d'action, mais il y a aussi, on pourrait faire beaucoup mieux parce que le système est totalement inefficace. Alors pourquoi? C'est pas hyper clair. Il y a plein d'idées et théories qui foisonnent un peu dans la recherche. Il semblerait qu'au bout d'un moment, il y ait quand même une sorte de niveau de satiété, puisque une fois qu'on a développé toute une infrastructure, on l'entretient, mais on a besoin de construire beaucoup moins. Et donc ça, on le voit aussi sur les quantités de métaux, de matériaux utilisés par l'économie. Au bout d'un moment, ça sature parce que on construit toujours un peu, mais pas plus aussi vite. Et puis on commence aussi à recycler un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc il y a ça. Il y a le fait que, si je caricature un peu, quand on a 2 maisons, 3 voitures, et c'est un peu, d'ailleurs, c'est un peu ça le tourisme spatial. Ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose pour consommer toujours plus, mais on sent bien que ça touche de moins en moins de gens et puis les gens peuvent pas forcément suivre. Et après, il y a une question d'inégalité aussi. Donc, il y a plein de signaux comme ça. Et il y a aussi le fait qu'il semblerait qu'à partir du moment où la demande énergétique croît moins vite, l'efficacité énergétique commence à jouer un peu mieux. C'est-à-dire que quand on est en phase de croissance assez rapide, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que si on augmente l'efficacité de quelque chose, on diminue son prix, donc on a tendance à peut-être en consommer plus, ou au moins on récupère pas les gains qu'on pensait récupérer. C'est-à-dire si on fait un procédé qui est 40% plus efficace, on s'aperçoit en général que on récupère qu'une petite partie de l'efficacité, donc la consommation elle diminue pas autant qu'on le pensait. Et il semblerait qu'à partir du moment où on a atteint cette petite phase on s'approche de cette phase de stabilisation, là l'efficacité commence à un peu mieux jouer. Donc c'est plutôt, on pense, des mécanismes comme ça. Et ce qui est intéressant en fait avec ce genre d'observation, c'est de dire maintenant, clairement, on sait qu'on va devoir utiliser moins d'énergie, pour plein de raisons, parce que ça nécessite beaucoup de ressources. D'une, il va falloir changer complètement notre système énergétique. Et la question, c'est de comment on diminue ce niveau. Et donc, il y a des leviers de sobriété, c'est-à-dire juste utiliser moins. Et il y a aussi la question, est-ce qu'on peut être plus efficace sur plein de choses? Et c'est ce qu'on est en train de regarder en ce moment.
Il y a des secteurs, par exemple, on a calculé que si on électrifie l'ensemble du parc automobile français, c'est 12% de la consommation énergique en moins sur le pays. C'est des leviers qui sont énormes et en fait, ça demande pas des technologies miraculeuses, on sait faire des voitures électriques. Après, on peut se poser, c'est la question de la sobriété, est-ce qu'on a besoin autant de voitures? Peut-être pas. Est-ce qu'ils ont besoin d'être aussi grosses? Sûrement pas. Et puis, en ville, voilà, on peut très bien imaginer, et on doit imaginer, je pense, des systèmes de transport en commun, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux d'action, mais c'est intéressant de se poser la question déjà, de dire est-ce qu'on peut faire la même chose avec moi, parce que c'est quand même plus facile si on nous dit votre mode de vie va changer un peu, vous allez consommer un peu moins, etc. Mais on peut déjà faire beaucoup d'efficacité, c'est intéressant. Et après, la question, c'est est-ce qu'on change les modes de vie ou les modes d'utilisation de l'énergie? Et là, effectivement, il y a plein de questions à se poser. Dès qu'on passe dans les rues, je sais que normalement, on n'a plus le droit de chauffer les terrasses, mais on voit que ça chauffe encore. C'est des choses, on sent bien qu'on peut le faire assez facilement. C'est intéressant, ça fait un peu écho à l'épisode qu'on a enregistré, alors qui va sortir très bientôt, d'ailleurs qui doit être sorti au moment où vous écoutez cet épisode avec le réveilleur Rodolphe Meyer, où on discutait du coup de la transformation du système électrique, notamment pas énergétique, électrique, bien faire la différence. Et effectivement, les nouveaux usages vont permettre du coup une efficacité énergétique supérieure. Ouais, ce qui est vraiment assez intéressant et qu'il faudrait communiquer plus, c'est que souvent quand on parle d'efficacité, on pense que c'est développer des nouvelles technologies, etc. Mais en fait, on a déjà plein de technologies qui existent et qui sont beaucoup plus efficaces parce que, et on est en train de terminer une note là-dessus, juste pour donner un petit exemple un peu marrant. Si je prends l'efficacité énergétique d'une chaudière à gaz, maintenant les meilleures chaudières, elles ont une efficacité de 95-97%. Donc on se dit, on peut pas aller beaucoup plus loin. Sauf qu'en fait, d'un point de vue physique, chauffer un gaz à 1500 degrés pour chauffer une pièce à 20 degrés, c'est pas très très logique et c'est très peu efficace. Et la pompe à chaleur est intéressante parce que justement, on utilise beaucoup mieux, en fait, d'un point de vue physique, on est beaucoup plus rationnel sur la façon dont on utilise l'énergie. Et là encore, c'est pas une technologie miracle. On sait faire des pompes à chaleur, elles s'améliorent, etc. Et donc c'est vrai que l'électrification, on l'oublie souvent, ça va permettre d'être beaucoup plus efficace sur plein de choses. On n'a pas de transformation, retransformation en plus. Alors pour certains usages, il y a aussi, on a moins de conversion. Alors après, ça va dépendre évidemment comment on produit l'électricité, mais on espère que l'électricité sera produite de moins en moins en brûlant du charbon. Et donc, on va gagner aussi là-dessus, parce que ça veut dire qu'on extraira moins de ressources. Il faut se souvenir qu'une centrale à charbon, c'est 9000 tonnes de charbon par jour. C'est des quantités qui sont assez gigantesques. Ok. Mais écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin, un bouquin à conseiller? D'ailleurs, je pose rarement cette question, mais je trouve ça assez intéressant. Un bouquin, oui, il y a alors déjà, vous pouvez lire le mien, mais je vais pas faire de la pub, mais donne-nous au moins le titre. Alors, j'ai écrit un petit bouquin sur l'énergie, qui s'appelle Chronique énergétique au pluriel. Okay. Et en fait, le deal, c'était 80 pages pour expliquer sous forme de chronique, un peu ludique, les enjeux énergétiques, la transition énergétique, etc. Donc c'est un très bon livre. Mais plus sérieusement, un livre que j'ai adoré. Alors il est pas en français mais il est en anglais, c'est The Wizard and the Prophet. C'est l'histoire en fait de deux figures de l'écologie mais un peu différentes. C'est la personne qui est derrière la révolution verte, qui a inventé en fait les modes de production un peu intensives, qui a développé des variétés de blé et de différentes choses qui sont bien plus résistantes mais qui nécessitaient des engrais, etc. Donc c'était l'intensification de l'agriculture. Il a eu le prix Nobel de la paix, je crois, William Borlaug. Alors c'est pas son antithèse, mais presque, qui est en fait la personne, et son nom m'échappe, je suis désolé, mais la personne qui est un peu à l'origine de ce qu'on a appelé le malthusianisme, c'est-à-dire le fait qu'il fallait faire beaucoup moins de choses. Et c'est intéressant parce que ça permet de comprendre l'opposition dont je parlais au début entre ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est-à-dire on va tout résoudre parce qu'on arrive on domine un peu la nature, il y a des technologies qui se développent, etc. Et cette approche totalement inverse, qui est de dire il faut absolument trouver un équilibre entre l'homme et la nature qui n'a jamais existé en fait historiquement. C'est d'ailleurs assez intéressant. Et donc ce livre est passionnant parce qu'il explique en fait les trajectoires de ces deux personnes et ça permet de comprendre beaucoup des blocages en fait qu'on a dans les discussions actuelles. Donc ça je le conseille parce que ça ouvre vraiment pas mal les opinions. Alors c'est des gens qui ont vécu aux États-Unis, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut translater assez facilement sur ce qui se passe. Ok, écoute, merci beaucoup, super intéressant. Je mettrai les liens en commentaire, notamment de ton livre aussi. Merci beaucoup. Salut Greg. Merci, au revoir.
C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.